on va commencer donc par le contexte de cette mobilité, l'urbanisation en Afrique. De quoi allons-nous parler au cours de cette leçon? On va essentiellement évoquer trois aspects. Le premier, c'est la croissance et l'étalement urbain, qui sont les conséquences donc des liens entre l'émigration et l'urbanisation en Afrique. La deuxième chose, ce sont les crises écologiques et économiques qui vont entraîner la paupérisation des populations citadines africaines. Et la troisième chose, c'est la fin de l'État-providence. C'est cette fin de l'État-providence qui est due à la mise en œuvre des politiques d'ajustement structurel. Concernant le premier point, l'étalement et en particulier qui est le fruit donc de cette croissance démographique, alors si on regarde les statistiques internationales sur les caractéristiques urbaines à travers le monde, on observe deux choses essentiellement. Le premier, c'est que l'Afrique, c'est le continent le moins peuplé, mais qui a le rythme d'urbanisation le plus rapide à travers le monde depuis les années 50. La deuxième chose, c'est l'expansion spatiale des villes, cette expansion qui est due à l'afflux des populations rurales dans les périphéries urbaines. Quelques chiffres pour illustrer les derniers propos annoncés. D'abord, l'Afrique est le continent le moins urbanisé et les chiffres le prouvent. La moitié de la population urbaine, effectivement, se trouve en Asie. L'Europe compte 16% de cette population urbaine. Les Amériques, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, 22%. Et l'Afrique ne compte qu'un peu plus du dixième de cette population africaine. Si l'Afrique est le continent le moins urbanisé, par contre, il est le continent au cours de ces dernières années dont la croissance urbaine est la plus rapide. Alors, l'Europe, le Japon, donc c'est 0,1% en moyenne. L'Amérique, 0,4%. L'Amérique latine, 1,9%. Et l'Afrique subsaharienne, elle, se trouve à un taux de croissance de 3,6%, donc en moyenne. Quels sont les facteurs de cette urbanisation? Alors, les facteurs sont de deux ordres. Alors, d'une part, il y a la colonisation, donc qui a pour conséquence essentielle le déplacement des centres urbains de l'intérieur vers le littoral, avec les côtes qui sont exploitées avec l'implantation des comptoirs, l'implantation des ports qui vont donner les grandes métropoles africaines. Et la deuxième chose, c'est l'exode rural, avec, comme on va le voir, des facteurs aggravants que sont les sécheresses qui vont caractériser l'Afrique sahélienne au cours des années 70-80. Quelques exemples de cette croissance spectaculaire de la population africaine. Nous avons l'exemple de Kinshasa. On voit que depuis les années 70 jusqu'à 2015, on a une croissance régulière de cette population. Et notamment une croissance qui va devenir beaucoup plus rapide à partir des années 2000. Et à partir donc de ces années 2000, la population va atteindre 5 millions d'habitants pratiquement, et pour être le multiple avec une population donc qui frôle les 11 millions donc
en 2015. Un autre exemple, c'est celui de Niamey. L'exemple de Niamey, donc, qui est caractérisé par cette croissance également à deux vitesses, donc notamment à partir de l'année 1961, donc les indépendances, les années 70-80, on a la sécheresse et on a donc cette croissance exponentielle de cette population qui va être multipliée par 8 en l'espace donc d'un demi-siècle. Alors, cette croissance urbaine va être à l'origine donc de ce phénomène d'étalement urbain. Disons que l'étalement urbain est un phénomène qui est général aux villes, parce que on va voir que dans l'essentiel des villes du monde, alors la croissance de l'espace urbain suit les axes de communication. Alors, mais quand même, on peut noter des aspects qui sont spécifiques. Par exemple, dans les pays du Nord, si l'étalement est le fait du développement économique et dont le corollaire est l'amélioration des conditions de mobilité, alors dans les pays du Sud, et en particulier donc ceux africains, on note surtout l'hypertrophie des métropoles urbaines. Pourquoi cette hypertrophie? Parce que tout simplement, il va y avoir une concentration de tous les facteurs attractifs dans ce qu'on appelle les villes capitales. On peut schématiser l'étalement urbain dans des villes africaines. Bon, que ce soit par exemple des villes plats comme Ouagadougou ou bien dans des villes de presqu'île comme Dakar, hein, ou bien comme Cotonou, hein, donc des villes lagunaires. Mais si on prend l'essentiel donc de ces villes, on a un même schéma donc d'expansion spatiale. Qu'est-ce qu'on va noter? Un noyau qui est le noyau originel donc de cette ville africaine. En général, c'est le noyau colonial. Dans les années 60, 70, 80, on va avoir une première couronne, donc toujours urbanisée, qui entre dans la planification urbaine coloniale. Et à partir des années 2000, on va voir que partout, il y a le développement de périphéries avec l'arrivée des populations rurales, et ceci depuis la période de la sécheresse, depuis la période des crises économiques qui vont affecter l'économie agricole. Donc, il va y avoir le développement d'une périphérie et en général des périphéries occupées par les populations les moins favorisées. Alors, on peut avoir l'exemple donc aussi de la ville de Dakar. La ville de Dakar qui, dans les années 1952, était constituée de villages lébous, hein, avec un centre qui était pratiquement au bout de la presqu'île. On va avoir donc une expansion spatiale qui va passer pratiquement de 17 km² déjà dans les années 80 jusqu'à 32 km² dans les années 90, et aujourd'hui on frôle les 40 km² et on a une superficie urbanisée qui a été multipliée par 14 en une trentaine d'années. Alors, et ceci simplement, c'est comme il a été montré dans le schéma général, que c'est une zone agglomérée en continu qui va s'étendre au fur et à mesure et qui va, il est dit donc dans cet extrait, qui va donc s'étendre sur les villages périphériques, donc, et ces extensions vont arriver à donner une superficie qui atteint les 4100 hectares. Le deuxième aspect
donc, qui était évoqué parmi les phénomènes majeurs, c'est la paupérisation des ménages. Et cette paupérisation qui est la conséquence à partir des années 70 d'un certain nombre de crises qui vont affecter d'une part le Sahel du point de vue écologique. Ce sont les crises comme la sécheresse donc qui a affecté le Sahel durablement au cours des années 70-80 avec la multiplication des difficultés en milieu rural, la baisse des productions agricoles, les famines et donc l'afflux de ces populations pauvres vers les villes. Et l'autre aspect, c'est la dégradation des sols, en ce sens que l'essentiel donc de cette culture, c'est une culture de rente extensive qui va rapidement donc appauvrir les sols et faire baisser les rendements, comme par exemple on a le cas de l'agriculture arachidière au Sénégal, donc dont la production va drastiquement chuter. Alors, le deuxième aspect, ce sont les crises économiques. Les années 80 avec les chocs pétroliers successifs et d'autre part, cette dégradation des termes de l'échange dans lequel on va voir donc ce qu'on peut appeler le centre de gravité du monde, les grands marchés, donc proposer des prix de moins en moins intéressants donc aux producteurs agricoles. La conséquence, c'est la baisse des recettes des États donc qui vont s'en suivre et par conséquence donc les déficits d'investissement en ville et les problèmes de chômage, d'où donc cette paupérisation des populations urbaines. Le troisième aspect, c'est donc la fin de l'État-providence. Qu'est-ce que c'est la fin de l'État-providence? Parce que jusque dans les années 70-80, l'État était le principal acteur du développement économique. Et l'État également le principal acteur de la protection sociale des populations. Mais à partir des années 70, avec la mise en œuvre des politiques d'ajustement structurel, un nouveau slogan va être développé par nos pays, à savoir moins d'État et mieux d'État. L'État qui doit se désengager de tout ce qui est investissement donc privé pour assurer la gestion et l'équité de la répartition des richesses. Alors, ça va se traduire par trois faits. D'abord, la mise en œuvre de la vérité des prix. Donc, les produits sociaux sont de moins en moins subventionnés. Les produits de consommation courante étaient jusque-là donc subventionnés et vendus à des prix inférieurs donc au prix d'achat de ces produits. Alors, la deuxième chose, c'est le retrait de l'État du secteur marchand. Ceci va correspondre à la privatisation des sociétés nationales, l'électricité, la diffusion d'eau, et y compris le transport. Et enfin, le troisième aspect donc qui montre la fin de cette étape providence, c'est le développement de la participation de la population à l'effort donc de développement. C'est-à-dire que donc il ne s'agit plus seulement pour accéder à un produit donc de tendre les mains à l'État, mais de contribuer justement tant soit peu à donc au service qui est fourni. Que retenir en conclusion donc de ce contexte? On a essentiellement trois phénomènes qui vont marquer l'Afrique et en particulier les villes africaines. C'est l'expansion spatiale de ces villes
avec les pauvres qui occupent les périphéries. Ensuite, la deuxième chose, c'est une paupérisation des citadins à cause des différentes crises qui vont affecter donc dans cette première demi-siècle d'indépendance les pays africains. Et la troisième chose, c'est la fin de l'État-providence, donc qui va pousser les populations à elles-mêmes se prendre en charge pour s'assurer des services. Alors, il est évident que tout cela ne peut pas ne pas influer sur les mobilités des populations citadines. Nous voilà arrivés au terme de cette leçon qui pose le décor dans lequel les transports, les mobilités urbaines vont avoir lieu, et ce sera l'objet des développements dans les leçons qui vont suivre. Au revoir.